Bon, il est 9h30, je vous propose de démarrer tranquillement. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et très belle et heureuse année 2022 à vous et vos proches. Et nous souhaitons donc la bienvenue dans ce webinaire organisé par le cabinet Taylor Wessing et les éditions LexisNexis, qui sera consacré aux sociétés d'économie mixte à opération unique. Et nous nous demanderons plus particulièrement s'il s'agit d'un réel partenariat public-privé institutionnalisé. Je suis David Conté, rédacteur en chef de la revue Contrat et Marché Public, et nous avons ce matin le plaisir d'accueillir Maître Sophie Pignon, associée en charge du département de droit public projet du cabinet Taylor Wessing, et le professeur Stéphane Braconnier, président de la nouvelle université Paris-Panthéon-Assas et consultant senior au cabinet Taylor Wessing et aux éditions LexisNexis, directeur du Juris Classeur Contrat et Marché Public. Bonjour à tous les deux. Bonjour David. Alors, ce webinaire va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, l'intervention de Sophie Pignon et Stéphane Braconnier. Et puis, on aura un temps qui sera consacré aux questions et vous pouvez d'ores et déjà les poser à l'aide du menu déroulant qui se situe à droite de votre écran. Donc, après quelques petits rappels introductifs, ce webinaire aura vocation de préciser la place de la CEMOP dans le paysage contractuel, les enjeux liés à sa gouvernance, l'entrée d'investisseurs tiers au capital de la CEMOP et les enjeux liés, bien sûr, à la fin de la CEMOP. Chère Sophie, cher Stéphane, je vous laisse donc la parole et merci. Merci beaucoup, David, de vos propos introductifs et merci une nouvelle fois de ce partenariat toujours fructueux entre le cabinet Taylor Wessing et les éditions LexisNexis sur ces questions de contrats qui sont éminemment importantes et peut-être encore plus importantes aujourd'hui dans le cadre des différents plans de relance qui ont été, qui sont lancés, qui ont été lancés, qui vont être lancés par le gouvernement ces derniers mois et dans les prochains mois. Et la question, évidemment, de la manière dont ces plans de relance vont être mis en œuvre, quels vont être les outils juridiques qui vont être et qui pourront être mobilisés pour optimiser en quelque sorte les fonds publics mobilisés par l'État, est évidemment une question qui se pose avec une particulière acuité. Et parmi ces outils-là, évidemment, il y en a un qui existe déjà et qui existe déjà, vous le voyez sur le slide qui est diffusé actuellement, qui existe depuis déjà un certain nombre d'années, depuis 2014, c'est la société d'économie mixte à opération unique, qui est sans doute la déclinaison la plus proche, si je puis dire, de la forme originelle de société d'économie mixte, les sociétés d'économie mixte locales classiques. La CEMOP est une déclinaison, une vraie déclinaison de la société d'économie mixte locale, à l'inverse de la SPL, qui, elle, est une forme très particulière, presque une catégorie à part entière de société privée dans le champ public. On a affaire ici à une véritable société d'économie mixte, c'est-à-dire à une société qui concentre à la fois des capitaux publics et des capitaux privés. Alors, les CEMOP, elles sont nées en 2014 dans un contexte qui était un contexte juridique assez particulier. C'était une période où se posait à multiples reprises la question de savoir où il fallait situer de manière optimale, en quelque sorte, la mise en concurrence amont, mise en concurrence aval, comment mieux associer l'opérateur privé à la construction du montage juridique, le plus en amont possible de la conclusion du contrat. Est-il possible de se sortir d'un modèle dans lequel la collectivité publique, entourée de ses conseils, de ses assistants à maîtrise d'ouvrage, imagine un cahier des charges du contrat plus ou moins précis, organise une mise en concurrence et attribue ce contrat à un opérateur économique qui est obligé de se fondre dans le cahier des charges qui a été initialement conclu, au risque d'ailleurs, très en aval, durant la phase d'exécution du contrat, de devoir modifier le modèle, de devoir le changer substantiellement et, par voie de conséquence, de créer un risque juridique au regard des avenants ou des modifications de contrat qui dans ce cas-là, peuvent être conclues. Et donc, la CEMOP répondait à toutes ces questions-là. N'est-il pas plus pertinent
d'associer plus tôt dans le processus l'opérateur économique pour lui permettre de participer plus activement à la construction du contrat et à l'élaboration de ces clauses, ce qui permet sans doute de garantir que sur la durée, les choses se passeront. Et donc, ça a été tout l'objet de la loi du 1er juillet 2014, qui est aujourd'hui codifiée aux articles L1541.1 et suivants du CGCT. CEMOP constitué pour une durée limitée, ce qui est une caractéristique importante, et Sophie Pignon aura l'occasion de vous le dire, et surtout à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat de la commande publique. Exécution d'un contrat de la commande publique, c'est-à-dire très basiquement une concession ou un marché public, quelle que soit d'ailleurs la forme de marché public que l'on imagine ici, un marché public ordinaire, mais plus probablement et plus fréquemment, évidemment, une déclinaison du marché de partenariat sous une forme ou sous une autre. L'objet du contrat, ici, il est précisé dans l'article, dans le Code général des collectivités territoriales, c'est la réalisation d'une opération de construction ou la gestion d'un service public. Et dans ce cas, on peut imaginer évidemment qu'il s'agisse d'une concession de travaux et de services publics, c'est-à-dire la gestion du service public peut inclure la construction d'ouvrages ou la construction de biens nécessaires au service ou, plus généralement, une opération d'intérêt général qui relève de la compétence de la collectivité territoriale, c'est-à-dire que la collectivité peut avoir recours, évidemment, à la CEMOP pour une opération, par exemple, purement immobilière, qui est d'intérêt général, qui ne relève pas nécessairement de la gestion d'un service public, mais qui relève d'une opération dite d'intérêt général sans porter sur un service public. Alors, ce qui est important quand même, et c'est sans doute déjà, mais je le signale simplement pour envoyer des signaux dès l'introduction, c'est que l'objet ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat. Et c'est sans doute l'une des caractéristiques qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle des CEMOP, c'est que la CEMOP a tendance, le mécanisme juridique de la CEMOP nécessairement a tendance à piger les choses. C'est-à-dire qu'on a un cadre qui est fixé dès le départ et il est extrêmement difficile, voire impossible, de sortir de ce cadre au fur et à mesure de l'exécution du contrat, tant sur l'objet du contrat, évidemment, qui ne peut pas être modifié pendant toute sa durée, qu'on le verra peut-être plus tard, l'actionnariat, puisque évidemment, tout mouvement sur l'actionnariat, puisqu'il y a eu une mise en concurrence de l'actionnaire initial, tout mouvement sur l'actionnariat pose immédiatement la question de la remise en concurrence du contrat. Je ne dis pas qu'il y a une remise en concurrence automatique dès lors qu'il y a un mouvement sur l'actionnariat, mais il faut avoir en tête le fait que dès lors que c'est l'actionnaire de la CEMOP qui a été mis en concurrence au départ, et par voie de conséquence, s'il y a un mouvement sur l'actionnariat, la question de la remise en concurrence peut se poser. Et donc, on a un dispositif ici qui est assez rigide. Sur le plan très opérationnel, les CEMOP sont des sociétés anonymes, sociétés par action simplifiée, société anonyme, ici, régie par les dispositions spécifiques du CGCT et par le Code de commerce, mais ce qui est assez classique, puisque c'est le régime habituel des sociétés d'économie mixte. On pourrait même dire, d'ailleurs, que justement, les sociétés d'économie mixte, qu'elles soient CEMOP ou locales, sont régies d'abord par les dispositions du Code de commerce, dans la mesure et sous les réserves prévues par le Code général des collectivités territoriales qui déroge en partie au Code de commerce. On a affaire à des sociétés commerciales, à des sociétés pleinement commerciales, avec l'application des règles applicables à ces sociétés, corrigées, infléchies, dérogées par le Code général des collectivités territoriales, notamment sur les règles de répartition du capital, puisque ici, il y a des contraintes très fortes qui pèsent sur le capital de ces sociétés, ce qui n'est pas le cas pour les sociétés commerciales ordinaires, du moins pour la majorité d'entre elles, puisque ici, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doit détenir entre 34 et 85% du capital et au moins 34% des voix dans les organes délibérants de la société.
sur ce point d'ailleurs, et la part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques, c'est-à-dire des actionnaires qui ne relèvent pas de la collectivité territoriale ou de l'EPCI, ne peut pas être inférieure à 15%. Alors, ce point est évidemment important parce que c'est une dérogation, enfin une différence plus exactement majeure entre la CEMOP et les sociétés d'économie mixte locale, puisque, on le sait, dans les sociétés d'économie mixte locale, la collectivité territoriale ou le PCI doit détenir la majorité du capital, c'est le minimum, jusqu'à 85%, et les actionnaires, qu'on appelle les actionnaires privés, mais qui peuvent être aussi publics, en tout cas les actionnaires qui ne sont pas la collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, ces actionnaires sont toujours minoritaires dans les sociétés d'économie mixte locale. Dans les CEMOP, la collectivité publique peut être minoritaire, et elle peut être très minoritaire, puisqu'elle peut détenir au minimum, le minimum qu'elle puisse détenir, c'est 34% du capital. Donc, on a ici une répartition du capital qui peut faire qu'un actionnaire privé et purement privé, eh bien, détienne jusqu'à 85%, jusqu'à 65%, 66% du capital de la société d'économie mixte à opération unique, et la présidence du conseil d'administration, du conseil de surveillance, est toujours assurée en revanche par un représentant de la collectivité territoriale. Alors, ensuite, on a un certain nombre de points qui sont caractéristiques de la CEMOP et qui, évidemment, les distinguent à la fois des SPL, mais dont j'ai dit que les SPL constituaient une catégorie particulière de sociétés qui étaient assez éloignées, en définitive, de la société d'économie mixte à opération unique, mais en revanche, qui la distinguent de la société d'économie mixte locale. La CEMOP, on le sait, et on va sans doute avoir l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises, elle repose sur le principe d'une mise en concurrence avant la conclusion du contrat de la commande publique. Et la CEMOP a répondu d'emblée à cette problématique, concurrence amont, concurrence aval. La Cour de justice de l'Union européenne, puis ensuite les directives européennes, toute la réflexion sur ce que l'on a appelé les partenariats publics-privés institutionnels, les PPPI, repose sur cette idée selon laquelle s'il y a eu une mise en concurrence qui a été organisée en amont, il est inutile d'en organiser une nouvelle en aval. Et on a une jurisprudence abondante de la Cour de justice sur la COSET en particulier, sur cette idée selon laquelle, bien, si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a fait l'effort d'organiser une mise en concurrence suffisante, évidemment, qui correspond bien à l'objet du contrat, qui correspond bien à l'économie du contrat qui est finalement conclu, il est absolument inutile d'en organiser une deuxième en aval. Il y a, en quelque sorte, surabondance de mise en concurrence. Et donc, voilà, il faut avoir en tête et conserver en tête, et je crois que c'est important de le dire dès l'introduction, conserver en tête dès maintenant que l'objectif majeur du droit de la commande publique, et on l'explique depuis des décennies, maintenant, l'objectif majeur du droit européen de la commande publique, c'est de mettre de la concurrence là où il n'y en a pas naturellement. Les collectivités publiques qui ne sont pas des opérateurs économiques, évidemment, ne passent pas leur contrat de la même manière que les opérateurs privés. Elles ne mettent pas naturellement en concurrence parce qu'elles ne subissent pas la pression du marché. Et donc, il faut créer artificiellement de la concurrence par l'organisation de procédures de publicité de mise en concurrence. Et donc ça, c'est tout l'objet du droit de la commande publique, et en particulier du droit européen de la commande publique. Pour autant, ni le droit européen de la commande publique, ni le droit français de la commande publique n'exigent qu'on fasse deux couches de mise en concurrence. C'est-à-dire qu'on en rajoute dans la mise en concurrence. On met de la mise en concurrence là où il n'y en a pas, mais une fois qu'il y en a, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Si vous me permettez ce raccourci pour aller vite et ne pas trop empiéter sur le temps de parole de Sophie Pignon. Et donc, l'objectif ici, c'est bien de mettre en concurrence en amont de la conclusion du contrat pour dispenser ensuite l'opérateur, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice de réorganiser une mise en concurrence en aval. La mise en concurrence va donc respecter ici, et donc la mise en concurrence qui est organisée en amont, on va organiser cette mise en concurrence pour sélectionner le ou les actionnaires économiques de la CEMOP qui vont être coactionnaires avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont je parlais à l'instant. Et cette mise en concurrence, elle va être organisée
en étant parfaitement calé sur les règles procédurales qui auraient été appliquées si on avait organisé une mise en concurrence en aval, c'est-à-dire pour l'attribution du contrat. Donc, si on envisage de constituer une CEMOP en vue de l'exécution d'une concession, eh bien, on respectera les règles de mise en concurrence de la concession. En revanche, c'est un marché public, on respectera les règles des marchés publics. Mais évidemment, il faut bien avoir en tête ici que cette mise en concurrence, elle a donc un double objet, et ça, c'est fondamental de bien comprendre, elle a un double objet, constituer la CEMOP et attribuer le contrat. C'est-à-dire qu'on fait une seule mise en concurrence pour deux objets. On choisit l'opérateur économique et ensuite on conclut le contrat, mais évidemment on conclut le contrat sans nouvelle mise en concurrence. C'est vraiment ce qui distingue fondamentalement la CEMOP de la SPL qui, elle, a un actionnariat intégralement public. Et en réalité, la CEMOP, c'est de la régie publique mise sous forme privée, hein, si là encore on fait relativement simple. Et distingue la CEMOP de la société d'économie locale, parce que elle, la société d'économie locale, elle doit être impérativement soumise à mise en concurrence comme tout autre opérateur économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet sur mise en concurrence aval, mise en concurrence amont. Alors, évidemment, cette CEMOP qui a un actionnariat un peu particulier qui peut être majoritairement majoritairement privé, cette CEMOP, elle passe très souvent des sous-contrats, ce qui va poser la problématique de la passation des sous-contrats par la CEMOP. Et ça, c'est un sujet peut-être qu'on aura l'occasion d'aborder un peu plus tard, mais qui est une vraie question dans le régime juridique des CEMOP. Donc, je l'ai dit, ça s'insère tout ça dans le cadre des partenariats publics-privés institutionnels, avec notamment une répartition des risques et un financement initial qui est, en principe, substantiellement assuré par le titulaire du contrat et en particulier par l'actionnaire privé, puisque l'objectif aussi de la constitution de la CEMOP, c'est d'aller chercher du capital, un opérateur privé qui va être capable de capitaliser la CEMOP ou du moins de financer l'opération, objet du contrat par lequel qui est confié à la CEMOP. L'avantage important aussi, mais ça, je dirais que c'est un avantage un peu classique de l'économie mixte, c'est l'association de la collectivité publique à l'exécution du contrat et à son suivi. Et il faut bien le dire, la France, comme l'Allemagne d'ailleurs dans d'autres domaines, mais la France est assez favorable de manière générale, les collectivités locales sont assez favorables à l'économie mixte en général parce que c'est un modèle qui satisfait à la fois la volonté de certaines collectivités territoriales de faire entrer des partenaires privés dans la gestion d'un certain nombre d'activités publiques, et donc l'économie mixte répond à ce besoin de faire venir, de transfert de savoir-faire ou de savoir-faire privé dans le champ de l'action publique, et à l'inverse, ça satisfait aussi le besoin d'autres collectivités publiques, parce que c'est généralement pas les mêmes, de conserver une part forte d'action publique, de présence publique dans la gestion d'un certain nombre de services publics aux côtés d'opérateurs privés. Et donc, on a cette rencontre du public et du privé qui rend l'économie mixte en général et les CEMOP en particulier particulièrement attractive. Et pour le dire aussi, on a une formule assez vertueuse qui séduit également les bailleurs de fonds qui sont assez favorables à cette association du public et du privé dans un cadre institutionnalisé, c'est-à-dire hors d'un cadre exclusivement contractuel. Alors, pour autant, les CEMOP n'ont pas rencontré depuis 2014 un succès considérable, hein, on ne peut pas dire que c'est un échec non plus, mais enfin, on n'a pas ici un succès qui dépasserait de manière très large ce qu'on aurait pu imaginer. On a aujourd'hui, au 1er juin 2021, 35 CEMOP qui sont en activité et qui interviennent principalement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement d'une part, des équipements publics et de l'aménagement numérique d'autre part, une part aussi non négligeable dans l'aménagement. Alors le 21, je ne sais pas exactement ce que c'est, doit être les transports, pardon. Transports et équipements portuaires, c'est ça,
hein, parce que je n'ai pas le dernier carré, Mais mais je c'est pense que transport. 21, c'est les transports, 28, c'est l'eau, et 25, c'est l'aménagement numérique. Donc, à peu près dans les grands secteurs, alors l'énergie aussi à 19%, donc à peu près tous les secteurs d'activité sont concernés, mais 35 CMOP, hein, c'est assez peu si on a en tête le nombre de sociétés d'économiques qui sont constituées en France, et on a un nombre très important de sociétés d'économiques qui sont constituées en France, et donc cette part des CMOP est très faible. Il faut le souligner. Les capitaux sont majoritairement privés, hein, c'est-à-dire que lorsque les collectivités locales et les groupements de collectivités locales font des CMOP, elles constituent des CMOP à capitaux majoritairement privés, à 65%, et dans 24% des cas, la part de capital détenue par la collectivité territoriale ou le groupement est égale au minimum légal, c'est-à-dire 34%. C'est-à-dire que quand on fait du privé, on fait vraiment du privé, et pour un quart de ces CMOP, on fait du privé au maximum de ce que l'on peut faire. Et on peut très bien imaginer que ces CMOP, si le législateur l'autorisait, descendraient au-dessous de la part des 30%. On vous a mis dans les slides un certain nombre d'exemples de CMOP sur la slide suivante, et notamment le slide du port de la CMOP de Port-la-Nouvelle, Parc Grenoble-Alpes Métropole, ou de Chartres Métropole Eau et Chartres Métropole Assainissement, hein, Chartres qui a été une ville qui a toujours été un peu en point sur ces questions d'économie mixte. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction pour redonner le contexte juridique, resituer le contexte politique aussi de l'économie mixte des CMOP, parce que c'est une question qui est à la fois juridique, évidemment, qui est à la fois juridique et économique, évidemment, mais qui est aussi éminemment politique. Voilà, je laisse la parole à Sophie Pignon. Merci Stéphane, merci. Donc, comme l'a dit Stéphane, c'est vrai que les CMOP n'ont pas rencontré un grand succès, alors que c'était quand même quelque chose qui avait été promu avec une volonté de développement de ces partenariats publics-privés institutionnalisés, et en fait pour deux écueils essentiels. Le premier écueil, finalement, c'est l'association de la collectivité à la gestion, à l'exécution de cette société privée. Et d'ailleurs, le fait que les capitaux soient majoritairement privés est bien un signe de la méfiance finalement des opérateurs économiques dans cette gouvernance partagée. Et donc, c'est vrai que ce premier écueil, il faut pouvoir le corriger en essayant d'adapter finalement la gouvernance des CMOP par la rédaction de pactes d'associés qui préservent une gestion efficace de cette société qui reste une société privée. Donc, premièrement, c'est vrai que la part minimale qui est exigée par le législateur de 34%, finalement, va garantir à la collectivité une minorité de blocage, mais qui n'est uniquement dans le cas des assemblées générales extraordinaires. Et donc, cette minorité de blocage, finalement, elle est au final pas très gênante, puisqu'elle concerne des éléments qui, de toute manière, sont régis soit par le contrat de la commande publique, soit, s'il y a un financement privé, par les contrats de financement. Donc, même finalement, les droits que retire la collectivité territoriale dans le cadre de cette minorité de blocage, finalement, l'opérateur lui-même est soumis aux mêmes contraintes, soit par le contrat de la commande publique, hein, si je parle par exemple de tout ce qui est évolution de l'actionnariat de la CMOP, ou évidemment modification de l'objet de la CMOP. Donc Stéphane nous a dit qu'on ne pouvait pas le modifier dans le cadre de l'exécution du contrat, ou tout ce qui est augmentation, diminution de capital, de toute manière, qui serait régie par les contraintes liées à la documentation de financement. Donc finalement, cette minorité de blocage, elle n'est pas gênante, et ce n'est pas là finalement que il faut voir l'immixtion de la collectivité territoriale. Dans les autres assemblées, dans l'assemblée, donc on va dire ordinaire, là, la collectivité n'a pas de minorité de blocage,
Et donc, c'est finalement aux parties à aménager les droits respectifs des parties dans la gestion de la CEMOP. Et ce point, finalement, il est assez mal anticipé par les collectivités territoriales dans la mise en concurrence en amont. Finalement, le pacte d'associés qui est transmis dans le cadre de la mise en concurrence est finalement assez sommaire. Je pense que c'est le slide qui suit. Et donc, c'est des points qu'il faut essayer d'anticiper pour permettre finalement de rééquilibrer la gouvernance publique-privée sans paralyser finalement la gestion de la société et de laisser chaque entité dans le rôle qui lui est imparti. Alors, il y a deux cas. Donc, c'est tout ce qui est relatif évidemment à la stabilité de l'actionnariat. Donc ça, on en a déjà discuté, puis Stéphane a indiqué qu'évidemment, ça doit se faire dans le respect des règles de la commande publique et le cas échéant dans les règles de remise en concurrence. Donc, il faut évidemment prévoir des clauses dans le contrat qui permettent la modification de l'actionnariat et le mettre en miroir, évidemment, dans le pacte d'actionnaires. L'idée, dans les modifications qu'on pourrait faire sur l'actionnariat, c'est finalement essayer de limiter le cas où l'actionnaire industriel, qu'on a choisi après une mise en concurrence, organise quelque part sa dilution par l'entrée d'un tiers dans le capital de la CEMOP et donc, quelque part, remet en cause la mise en concurrence initiale. Donc, c'est vrai que ça, c'est un point de vigilance qu'il faudra avoir dans le cadre de la mise en concurrence. Et le deuxième point de vigilance, évidemment, c'est d'attribuer des droits à la collectivité publique dans le cadre du pacte d'actionnaires, des droits qui ne concernent pas finalement la vie quotidienne de la CEMOP, et c'est tout ce qui est orientation stratégique et commerciale ou tout ce qui est relation avec les sous-traitants. Là, évidemment, il ne faut pas que la collectivité se trouve en situation d'arbitre du fait des règles de la gouvernance et paralyse quelque part la gestion de la société. Donc, ce point, il doit être anticipé par la rédaction d'un pacte d'actionnaires minutieux. Donc, généralement, dans le cadre de la mise en concurrence, ce pacte d'actionnaires doit être inséré dans le dossier de consultation qui est transmis aux entreprises pour que finalement, la négociation ne concerne pas seulement le contrat de la commande publique, mais bien la gouvernance de la société. Et c'est vrai que c'est un point de vigilance, puisque c'est un point finalement auquel ne sont pas habituées les collectivités territoriales. Le troisième écueil, alors je pense qu'il faut passer à la partie 3. Voilà. Finalement, le deuxième écueil pour lequel les CEPOP n'ont pas rencontré un succès important, c'est que finalement, on a un peu perdu la volonté originelle du législateur. Comme l'a rappelé Stéphane, le législateur, dans sa volonté originelle, c'était vraiment d'associer le secteur privé avec le secteur public pour en fait être un peu main dans la main dans la construction finalement d'une société et dans la gestion d'un service. Alors cet objectif, vraiment, il est un peu raté aujourd'hui puisque finalement, c'est quoi aujourd'hui, comment est organisée les procédures de mise en concurrence du CEMOP? Finalement, on passe la plupart du temps un contrat plutôt de concession et on se focalise sur ce contrat de concession. Et puis, une fois qu'on a choisi le partenaire, les opérateurs économiques, finalement, on se marie avec en étant minoritaire et puis en ayant une collectivité
le trois quarts du temps, qui n'est pas vraiment un acteur de la société. Donc finalement, cette idée d'association, elle a été un peu perdue de vue. Et donc, il y a une nouvelle réflexion qui émerge sur l'idée de comment associer finalement ces opérateurs, qu'ils soient économiques ou financiers, à la construction finalement de la CEMOP. Alors, la question, elle se pose surtout sur les investisseurs tiers et la place finalement de cet opérateur financier dès lors qu'évidemment le projet concerne plutôt un contrat de concession avec évidemment une nécessité d'apport en fonds propres et aussi de levée de la dette. Et la question finalement de la place de cet investisseur privé au sein de la CEMOP, elle pose certaines questions au regard des règles de mise en concurrence. Alors là, il y a trois cas que l'on peut distinguer. Le premier cas, l'investisseur financier, finalement, il fait partie d'un groupement candidat à la concession. C'est le cas, on va dire, classique, le cas qui finalement ne permet pas vraiment une association en amont de l'investisseur. Et donc là, finalement, il est en concurrence parmi tant d'autres, puisqu'il est dans un des groupements candidats à la concession qui fera l'objet de la CEMOP. Le deuxième cas, l'investisseur y rentre finalement après la conclusion du contrat et donc quelque part après la constitution de la CEMOP. Et là, j'y reviens pas, c'est les sujets que l'on a évoqués de stabilité finalement de l'actionnariat. Et le troisième cas qui pourrait exister, c'est le fait que finalement l'investisseur, il est choisi en amont de la procédure et il est imposé comme partenaire financier obligatoire dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. Alors, cette troisième voie, finalement, elle ne fait pas l'objet aujourd'hui de jurisprudence ou de textes particuliers, et donc il faut analyser la possibilité, finalement, de le faire. Alors, il y a aujourd'hui une interprétation où l'on considère que dès lors qu'il s'agit d'une simple prise de participation financière, il y a la possibilité de choisir en dehors de toute procédure de mise en concurrence et donc en dehors même du cadre finalement de la procédure dite de CEMOP, de choisir un partenaire financier parce qu'il ne serait pas, au sens finalement de la loi, un opérateur économique, mais qui serait simplement un investisseur financier qui prendrait une participation dans une société privée. Alors, cette interprétation, elle se fonde essentiellement sur une réponse ministérielle de 2017. Bon, la qualité des réponses ministérielles est quand même très variable et on ne peut pas dire non plus que ça fait office de jurisprudence et d'une base légale solide. Mais bon, en tout cas, elle a le mérite d'exister et cette réponse ministérielle finalement valide la possibilité, dès lors qu'il s'agit d'un simple apport de fonds, je lis la réponse ministérielle, dans ce cas-là, l'investisseur n'a pas à être soumis à une procédure de mise en concurrence. Alors, cette interprétation, elle nous paraît quand même à prendre avec précaution et si on décide d'aller dans une telle opportunité, il faut s'entourer d'un certain nombre de précautions pour sécuriser finalement ce montage, qui n'est pas effectivement interdit, mais qui offre du coup à l'opérateur financier une place prépondérante dans le cadre de cette CEMOP,
et qui opère une distinction entre l'opérateur financier et l'opérateur industriel, on va dire économique, puisque c'est ce que reprend le texte. Donc, en fait, il va falloir assurer pour la collectivité en amont une certaine neutralité, finalement, organiser une neutralité de cet investisseur par rapport aux différents groupements candidats, premièrement. L'idée qu'il n'y ait pas de comportement discriminatoire et bien sûr respecter la confidentialité, puisqu'il ne faut pas finalement que cet investisseur qui serait choisi en amont devienne quelque part l'arbitre de la procédure et du choix de l'opérateur, choix qui évidemment reste dans les mains du pouvoir adjudicateur. Donc, un centre de vigilance et puis peut-être la mise en place quand même d'une procédure allégée. Alors, on parle d'avis à manifestation d'intérêt qui n'ont pas finalement de réalité juridique particulière. C'est plutôt l'idée d'imposer un minimum de transparence dans le choix, finalement d'imposer des règles du jeu pour être sûr de respecter ces principes de neutralité, confidentialité et non-discrimination. Donc, l'organisation en amont à minima, finalement, d'un petit appel d'offres qui permet de définir les règles du jeu, nous semble être le point essentiel pour valider cette opération. Et dans le cadre de cette petite mise en concurrence, évidemment, on prévoirait les conditions de l'investissement, l'engagement de l'investisseur finalement à contractualiser avec le groupement candidat, le groupement attributaire, pardon, quel que soit l'attributaire, donc l'idée de neutralité, et aussi qui décrivent finalement les conditions qu'il imposerait dans le pacte d'actionnaires, puisqu'il se retrouverait actionnaire avec le lauréat, l'opérateur économique lauréat. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il nous semble que la participation de l'investisseur ne peut pas être supérieure à 51%. Ça, c'est aussi parce que, quelque part, il va devenir le concessionnaire, par un jeu finalement de passe-passe. Donc l'idée, c'est qu'il faut qu'ils s'en tiennent à cette idée de prise de participation financière et non pas finalement de devenir l'opérateur économique. Donc il nous semble aussi que la détention en capital doit être mesurée. Et enfin, le dernier point, il nous semble que l'immixtion de ce partenaire préchoisi dans le cadre de la préparation de la procédure de passation du contrat, dans le choix des candidats ou de l'attributaire, doit être strictement limitée, voire interdite. Donc, c'est une manière peut-être de lever ce péché un peu originel des CEMOP qui fait qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des outils de co-développement finalement d'un projet, c'est plus un outil d'exécution finalement qui permet l'exécution d'un projet préalablement défini par la collectivité, et on est un peu loin de cette idée de co-développement et d'association du public et du privé. Voilà sur ce point les éléments que je voulais évoquer, puis peut-être lancer quelques questions sur ce sujet-là. Et dernier point, en fait, c'est sur la fin de la CEMOP, puisque, comme on vous l'a dit, c'est une durée limitée, la durée finalement qui est celle du contrat de la commande publique qui est passée. Et donc, évidemment, quand le terme du contrat est arrivé, on doit normalement dissoudre la CEMOP et donc liquider celle-ci, sachant que, évidemment, sur la liquidation, on doit respecter les principes généraux en la matière. Donc, sur cette dissolution de plein droit, elle va entraîner la liquidation de la société. Sur le régime de biens, finalement, il n'y a pas de surprise. On va rester là vraiment dans
la jurisprudence et la théorie sur les biens de retour. Donc, ces biens qui reviennent gratuitement à la collectivité, puisque là, on est en fin normale du contrat. Enfin, c'est toute la jurisprudence commune de Douai, on pourra revenir si vous le souhaitez. Et puis, après, tous les autres éléments, ils seront définis, évidemment, en amont dans le cadre de la procédure. Mais le point que je voulais évoquer avec vous, plutôt sur l'idée de la fin de la CEMOP, c'est finalement 2 points. C'est est-ce qu'on pourrait prolonger cette CEMOP et est-ce qu'on pourrait transformer cette CEMOP en fin de contrat. Alors, sur la prolongation, là, c'est assez simple. Hein. La prolongation, finalement, de la CEMOP, elle ne peut se faire que dans le cadre des règles liées à la prolongation du contrat de la commande publique, le contrat qui est sous-jacent de la CEMOP. Donc, finalement, là, on va se retrouver dans les hypothèses classiques de possibilité de prolonger ou pas le contrat de concession. Donc finalement, c'est assez facile et on se retrouvera dans les possibilités d'avenanter le contrat de concession. Le deuxième point qui est un peu plus, j'avance que le temps nous est compté, le deuxième point qui est sans doute un peu plus novateur et sur lequel il n'y a finalement aujourd'hui pas de jurisprudence, c'est la possibilité de transformer la CEMOP, puisque finalement les SEM peuvent être transformés en SPL. Donc, est-ce que par analogie, on pourrait considérer qu'à l'expiration de la CEMOP, finalement, la CEMOP se transformerait en SPL, voire en SEM, avec évidemment la possibilité de continuer son objet, et elle serait, le cas échéant, remise en concurrence si on est dans le cadre d'une SEM pour exécuter un contrat. Alors, c'est vrai que cette question n'est pas tranchée, elle nous semble quand même difficilement acceptable dans la mesure où quand même l'idée du législateur, hein, c'est d'ailleurs c'est même le titre même de la CEMOP, hein, c'est de faire une société pour un objet précis, un objet particulier, un objet unique. Et donc c'est vrai que le législateur a voulu quelque part caler la durée et la vie et l'existence même de la CEMOP à l'existence du contrat. Donc, dès lors que le contrat n'est plus, est-ce que l'on pourrait véritablement garder cette CEMOP, voire la transformer en, évidemment, modifiant l'actionnariat. Bon, je crois que le point est encore en suspens. Il n'y a pas aujourd'hui de cas avéré. Il y a le cas d'une SEM en SPL. Enfin, en tout cas, ça a été admis. D'ailleurs, je crois que c'est dans un rapport du Conseil d'État. Donc, cette possibilité est admise. Sur la CEMOP, c'est vrai qu'il faut peut-être prendre ce sujet avec plus de précaution et de vigilance au regard de la volonté du législateur. Voilà les quelques points qu'on voulait aborder rapidement. Voilà. Merci beaucoup, Sophie et Stéphane. On a quelques petites questions qui viennent d'arriver. Alors, il y en aurait une première qui est volontairement assez large avant d'en avoir une ou deux un peu plus précises. Quelles seraient les précautions à prendre pour s'assurer que la CEMOP ne soit pas un pouvoir adjudicateur? La qualité de pouvoir adjudicateur de la CEMOP, et Sophie complétera ma réponse, hein, elle va dépendre en très grande partie du degré de contrôle de la collectivité publique ou des groupements de collectivités publiques sur la société. C'est-à-dire que si, évidemment, les collectivités publiques et les groupements de collectivités publiques contrôlent la CEMOP, dans ce cas-là, et évidemment, une mission d'intérêt général, autre industriel et commercial, ce qui est une condition de fond posée par les directives européennes et par le Code de la commande publique, dans ce cas-là, évidemment, la CEMOP sera pouvoir adjudicateur. Donc, je ne sais pas s'il y a une précaution à prendre pour ne pas être
pouvoir adjudicateur. En tout cas, il y a des éléments objectifs, des situations objectives qui vont faire que la CEMOP sera ou ne sera pas pouvoir adjudicateur, ou plus probablement d'ailleurs dans un certain nombre de cas, entité adjudicatrice, dans les hypothèses que l'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire dans le domaine des transports en particulier, ou dans le domaine de l'eau, de l'énergie. Sophie, peut-être tu veux compléter sur ce point. Donc la question, oui, tout à fait, le creux du problème, c'est, juste pour terminer, sur la détention du capital, et peut-être au-delà d'ailleurs de la détention du capital, la question du contrôle. Oui, voilà, donc c'est plutôt l'idée de contrôle. Donc, c'est vrai que la rédaction du pacte, finalement, elle est importante au-delà de la détention du capital. Et c'est vrai que, après, c'est particulièrement handicapant si la CEMOP est pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice, puisqu'il y a un certain nombre de contrats qu'il faudra passer pour la gestion même de cette société au fur et à mesure de son existence, qui peut du coup complexifier les sujets sans que ça soit non plus totalement insurmontable. Alors, ce point, j'ajoute sur ce point quand même que la conséquence, et je crois qu'il y a une question qui a été posée, quel régime de passation pour les sous-contrats? Parce qu'évidemment, c'est une des conséquences importantes de la qualification de la CEMOP. C'est-à-dire que si la CEMOP est qualifiée de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice, évidemment, ça peut avoir une incidence sur le régime applicable aux sous-contrats. La règle il n'y a pas de règle très claire sur la question. En tout cas, il y a des positions doctrinales. Ma position est la position que je défends depuis des années, qui pour l'instant n'a pas été démentie par la jurisprudence, et qui est même plutôt confortée par la jurisprudence à la fois nationale et européenne, c'est que dès lors qu'une concurrence a été organisée en amont, encore une fois, il est inutile d'en organiser une autre en aval. Et que par voie de conséquence, si les sous-contrats ont été prévus dans le modèle initial, si même les opérateurs économiques ont été désignés durant la phase initiale de mise en concurrence, notamment au moment du choix de l'opérateur privé actionnaire de la CEMOP, et donc cet actionnaire privé, dans sa candidature, par exemple, a annoncé que s'il était désigné comme actionnaire de la CEMOP, il attribuerait les sous-contrats à X ou Y, à X, Y ou Z sociétés sous-contractantes, qui peuvent être par ailleurs certaines de ces filiales. Eh bien, il était inutile, même si cette CEMOP pouvait être ensuite qualifiée de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice, de soumettre ces contrats à publicité et mise en concurrence. La passation de ces contrats, de ces sous-contrats à publicité et mise en concurrence. Donc, je pense qu'il y a ici une importance majeure à savoir si la CEMOP est un pouvoir adjudicateur ou n'est pas un pouvoir adjudicateur, parce qu'on est dans cette problématique des règles de passation des sous-contrats. Il y a des hypothèses où le législateur a expressément prévu la mise en concurrence des sous-contrats. On pense notamment à un certain nombre de sous-contrats dans le cadre des concessions autoroutières et à certaines conditions. En tout état de cause, lorsque ce n'est pas prévu par le législateur, lorsque le contrat lui-même ne l'a pas prévu, parce qu'on a aussi des contrats où la concession prévoit expressément la mise en concurrence des sous-contrats, puis avoir des exigences concurrentielles, on sait que l'autorité de la concurrence qui a été saisie d'un certain nombre de concessions dans le domaine aéroportuaire, par exemple, a exigé une mise en concurrence de ces sous-contrats pour justement éviter qu'il y ait la constitution de monopoles intégrés autour des aéroports. Mais enfin, en tout cas, il est nécessaire d'organiser, d'avoir en tête le fait de savoir si la CEMOP est ou non un pouvoir adjudicateur, parce que ça a une conséquence sur les sous-contrats. Et cette passation des sous-contrats, encore une fois, elle n'est pas soumise à publicité et mise en concurrence si les sous-contractants ont été présentés, en quelque sorte, par l'opérateur actionnaire. Sophie, tu peux peut-être ajouter quelque chose sur ce point, qui est un point important, évidemment. Et ce, d'autant plus que généralement, les grands sous-contrats de conception, voire d'entretien maintenance, finalement, ils sont signés en même temps que le contrat de concession et la constitution de la CEMOP. Donc, en fait, c'est quelque part un package contractuel qui est signé en même temps. Donc, il n'y a pas d'autre raisonnement à part celui de dire que ces contrats, dès lors qu'ils ont été présentés
et que les opérateurs économiques titulaires de ces contrats sont finalement dans la procédure de mise en concurrence, il n'y a pas d'autre raisonnement de dire que finalement, ils ont déjà fait l'objet d'une mise en concurrence. Et comme disait Stéphane, on ne va pas rajouter du coup une nouvelle procédure de mise en concurrence. Alors, on aurait une autre question. Est-ce qu'une CMOP peut-elle avoir pour objet la gestion d'un service public, donc ici par exemple la restauration scolaire, et la réalisation d'une opération d'intérêt général plus large, comme l'insertion sociale ou professionnelle? Sophie, peut-être? Oui, bah, la gestion d'un service public, oui. C'est d'ailleurs dans la présentation un peu rapide du panorama des CMOP qui a été fait, c'est d'ailleurs, je pense 80% ou 90% des cas, c'est bien la gestion d'un service public avec non seulement la partie construction, mais également la partie exploitation. Donc, c'est généralement, enfin en tout cas le modèle qui a été créé qui est le plus fréquent dans le CMOP, c'est vraiment la gestion d'un service public de type concessif, on va dire. Voilà. Et sur l'insertion sociale, ça peut gérer une opération d'intérêt général, une CMOP. Donc, pourquoi pas. Après, il faut trouver le bon de la commande publique et respecter les principes de compétence. Voilà. Et la question portait peut-être, David, sur le cumul des deux, hein, c'est-à-dire de mettre Oui. dans le même contrat à la fois une mission de service public et une opération d'intérêt général. Ce qui évidemment s'est posé, hein, c'est une question qui s'est souvent posée dans le cadre des partenariats publics-privés, lorsqu'il s'est agi, notamment au titre des recettes annexes, de confier aux titulaires du partenariat toute une série de missions un peu diverses et variées autour du cœur de la mission qui lui était confiée. Donc, jusqu'où on pouvait aller dans le cumul des activités confiées, qui n'est pas question de service public nécessairement ici, même s'il a pu en être question aussi dans le périmètre des PPP. Enfin, en tout cas, de savoir jusqu'où on pouvait cumuler les différentes missions. Donc là, est-ce qu'on peut confier à la même CMOP une mission de service public et une opération d'intérêt général, comme l'a dit Sophie, dès lors que la répartition des compétences est respectée et qu'on a organisé la mise en concurrence au regard des missions qui sont l'objet du contrat, il n'y a aucun obstacle à ce que l'on puisse cumuler les deux missions, bien sûr. Mmh. Oui, puis ça c'est tout c'est déjà l'intérêt de ces fait. contrats-là, de pouvoir avoir des briques. Mmh. Et ça s'est déjà fait. Évidemment, il faut qu'il y ait l'idée de synergie et finalement d'objets complémentaires, hein, puisque sinon, on pourrait considérer qu'il faudrait passer deux contrats différents. Mais ça s'est déjà fait. On peut associer par exemple le stationnement avec du transport, la gestion de deux équipements connexes. Donc oui, c'est tout à fait envisageable. Merci beaucoup. On aurait quelques autres petites questions. Une sur la durée, notamment dans le cadre d'une CMOP, donc pour la gestion d'un service public. Est-ce qu'on doit comprendre que le service public en question a une durée limitée? Ça, c'est le principe même des contrats qui portent sur la gestion opérationnelle du service public. Le contrat a une durée limitée parce que les contrats de la commande publique impliquent une mise en concurrence régulière, c'est le terme consacré, des opérateurs économiques. En revanche, lui, le service public, et c'est tout l'intérêt du principe de continuité du service public, le service public, lui, ne s'arrête que lorsque l'intérêt général ne justifie plus que l'activité en question soit qualifiée d'activité de service public, ou du moins lorsque la collectivité publique, le cas échéant, considère qu'une activité d'intérêt général n'a plus à être érigée en activité de service public. Donc le terme du contrat peut marquer le terme d'un contrat parce qu'il faut renouveler de manière régulière les contrats qui portent sur la gestion ou l'exploitation du service public, voilà, avec toutes les contraintes qui pèsent sur les concessions en particulier, et sur un certain nombre de concessions dans le domaine de l'eau en particulier aussi, soit le contrat prend fin, et ça peut arriver, parce que la collectivité publique considère qu'une activité d'intérêt général n'a plus à être érigée en activité de service public. Et elle considère que ce qui était un service public ne l'est plus.
On a de multiples exemples. Alors évidemment, dans un certain nombre de secteurs qui sont, je dirais, des services publics, non pas régaliens, je ne parle même pas des services publics régaliens, mais je parle des services publics, enfin, du moins des activités d'intérêt général pour lesquelles le service public est presque consubstantiel à l'activité, la distribution de l'eau, l'assainissement, la distribution de l'énergie, etc., etc. Toute activité qui sont presque des services publics par nature, même si j'aime pas du tout cette expression de service public par nature, mais dans la plupart des cas, c'est quand même la collectivité publique qui va décider qu'une activité d'intérêt général est ou non une activité de service public. Typiquement, l'exploitation d'un centre aquatique ou l'exploitation d'une salle de spectacle, ça peut être une activité de service public, comme ça peut être une activité purement privée. Un centre équestre, l'exploitation d'un centre équestre, ça peut être une activité de service public si la collectivité décide d'en faire une activité de service public et d'attacher à cette activité de service public un certain nombre de contraintes particulières de service public. En revanche, la collectivité publique, et certaines l'ont fait d'ailleurs, peut du jour au lendemain décider que l'exploitation du centre équestre, ce n'est plus une activité de service public, quand bien même d'ailleurs, j'insiste sur ce point, les biens qui sont affectés à la dite activité restent la propriété de la personne publique. Et dans ce cas-là, on va avoir simplement la conclusion, par exemple, avec un opérateur privé, d'une convention d'occupation du domaine public si les biens n'ont pas été préalablement déclassés. Mais j'ajoute d'ailleurs que dans ce cas-là, si les biens ne sont plus affectés à une activité de service public, ils peuvent être déclassés et à ce moment-là peuvent être cédés ou faire l'objet d'un bail privé. Donc il y a toute une série de conséquences. Donc vous voyez, ici, il n'a jamais été évidemment dit ni même écrit, a fortiori, que la durée du contrat impliquait la fin immédiate du service public. Ça peut être le cas dans l'hypothèse que je viens de décrire, mais pour les services publics qui restent des services publics, évidemment, la durée du contrat, elle n'est liée qu'à la remise en concurrence régulière de ces contrats. Super. Et on aurait une dernière courte question. Est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs collectivités ou groupements coactionnaires de la CEMOP? Sophie? Oui, pardon. Alors, normalement, c'est la collectivité qui lance le contrat de la commande publique qui est actionnaire, mais rien n'empêche qu'il y ait d'autres collectivités. Il peut y avoir d'ailleurs des groupements de collectivités qui lancent un contrat de la commande publique. Donc, ça dépend vraiment de comment est organisé finalement le groupement de collectivités pour être actionnaire de la collectivité, mais il n'y a pas d'interdiction de principe à ce qu'il y ait plusieurs collectivités actionnaires de la CEMOP. Il faut juste évidemment qu'elle soit, parce que l'idée c'est que la collectivité elle a à la fois actionnaire et puis elle a à la fois le pouvoir adjudicateur qui lance le contrat. Alors sur ce point, ça c'est un point qui est très important aussi. Évidemment, il y a les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, qui vont faire qu'un EPCI va passer, peut constituer une CEMOP, mais là on est au-delà du groupement, c'est un groupement de collectivités, mais institutionnalisé en quelque sorte. Il y a quand même la question du fait de savoir si plusieurs collectivités territoriales de niveau égal ou de niveau différent, d'ailleurs ça peut être un département avec une commune, ça peut être plusieurs communes, intéressées à l'exploitation d'un même équipement, même si cet équipement est situé sur un territoire donné. Et je citais à l'instant les salles de spectacle, par exemple, qui sont souvent concernées par ce type de problématique. Plusieurs collectivités pouvaient lancer ensemble, participer ensemble à la même CEMOP et donc participer au même contrat, être partie au même contrat, alors même qu'elles ne sont pas fondues dans un groupement doté de la personnalité morale. Alors ça, c'est une question qui s'est souvent posée dans les cas des délégations de services publics, avant même l'avènement, je dirais, des concessions version commande publique. Et les instruments juridiques, à une certaine époque, étaient très limités. C'est-à-dire que lorsque un département ou une commune voulait lancer ensemble une même délégation de service public, étant évidemment précisé qu'elles doivent avoir, mais ça c'est la condition sine qua non, la compétence pour le faire, elles étaient un peu démunies. Il n'y avait pas de forme contractuelle. La codélégation de service public n'était pas possible, ou alors il fallait constituer un groupement d'intérêt public, le cas échéant constituer une entité juridique dédiée à l'exploitation du service public en question. Le code de la commande publique a quand même fait évoluer les choses, puisque sur le modèle des groupements de commandes dans le cadre des marchés publics,
Aujourd'hui, le Code de la commande publique prévoit la possibilité pour des autorités concédantes de se grouper pour passer des concessions ensemble. C'est sans doute sur ce modèle-là, via ce biais-là, qu'il est possible ensuite de les faire entrer dans la CEMEP. Donc, on a eu une évolution quand même assez nette sur le sujet. On est passé un peu d'un no man's land, dans lequel les collectivités qui voulaient se grouper pour passer la même DSP étaient un peu démunies, à un système où, sur le modèle des groupements de commandes, on a aujourd'hui un instrument juridique dans le Code de la commande publique qui permet de constituer des CEMOP avec plusieurs collectivités. Voilà. Écoutez, il est 10h30, donc on est dans les clous, c'est super. Merci beaucoup Sophie et merci beaucoup Stéphane pour vos éclairages et vos réponses. Et je précise que le cabinet, on a reçu pas mal de questions, et je précise que le cabinet reviendra vers vous de façon individuelle pour répondre aux questions qu'on n'aura pas eu le temps d'évoquer ce matin. À nouveau, grand merci Sophie et Stéphane pour vos éclairages et vos réponses. Et on remercie aussi tous les participants qui étaient nombreux aujourd'hui. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire avec le cabinet Taylor Wessing et les éditions LexisNexis. Merci à vous deux. Merci David. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.